doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. C'est vrai, du Salut et bienvenue sur Club Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a Lelo Ezali, édition spéciale au Tokolak Sabino, briefing. Oyo et Salamaki mardi le 26 mardi tozo tourné payé lelo émission mardi le 26 boyebi briefing ezali et Sikamoko donc système oyo ministre de la communication Patrick Mouya ya asala na marque ya redevabilité parce que transparence ezali na masolo président de la République Fachi Beton asali donc likambo ya ko bomba ezali soute bo monika ka donc liberté de presse bo moni démocratie ba kati internet te na makambo oyo ezokoleka ya ba élection bo moni donc même polémique mais vraiment au mutu azali kondima Félix Antoine Tshisekedi te na masola démocratie donc azaka kandoki botali ba candidat nyoso tout ba opposant baza koleka na télévision neti moko président de la République donc boyebi masolo o ezali masolo ya vote bomoni compilation ezali ko salma pour la première fois seni azo salango en direct na biso abatu nyoso tout mokili mobimba donc c'est la raison pour laquelle ministre Mouyaya abengaki na briefing ya lelo ministre ya intérieur monsieur Kadima ayaki wana po à répondre na situation ya makambo nyoso tout eleki na kati ya élection nyoso tout na ebisi bino parce que kunezali ouye donc exposé donc bazo poser ba question boye yangwana na ebisa bino aucune fois donc to comme na suka déjà ya ba mandat ba nyoso tout ministre oyo aza chargé ya handicapé akoleka kuna te parce que azane loko moko akolobate azane loko moko te ya ko présenter po oyo asali po na bandicapé to tiki bino bolanda briefing oyo et salamaki lelo mardi 26 ngo salama lobi lobi zalaki Noël donc ferry ya mone sami lelo donc ministre intérieur à répondre na ba question nyo surtout ya ba journaliste o bazalaki wana pe alongoli ba zone d'ombre nyo surtout ezali na masolo obi ke ba question ezalaki belé sur makambo eleki na vote na bilobela oyo batu bazali koloba donc tiki bino bolanda briefing oyo ya lelo ya le 26 décembre oyo ministre à communication à Bengisaki ministre ya intérieur monsieur Kadima donc restez connectés sur Club Original pour la suite de nos programmes. Il faut noter avec que les gens disent aujourd'hui sur le processus électoral, ceux qui étaient là il y a 5 ans savent qu'en cette période il n'y avait pas internet. Ça peut paraître gens qui ont pensé qu'à un moment, le gouvernement envisageait même de couper Internet. Et que si Internet était coupé, on aurait donné l'impression qu'il y avait des choses à cacher. Et que tout ce que nous voyons aujourd'hui, que l'on appelle tous ces faits irréguliers que nous voyons sur les réseaux sociaux, nous le voyons parce que justement, il y avait une volonté dès le départ de notre part de nous assurer que ces processus, il est à la fois inclusif, il est transparent et il est différent. Inclusif parce que beaucoup pensaient par exemple que certains candidats ne seraient pas retenus. Beaucoup ont pensé à un moment que d'autres candidats ne pouvaient pas battre campagne, mais ils ont été retenus, ils ont battu campagne et le peuple a voté. Aujourd'hui, nous tous évidemment, nous voyons les irrégularités qu'on relève, encore qu'il faut les situer dans leur contexte parce que ce que nous avons vu plutôt massivement, c'est des Congolais sortir, aller attendre des heures et voter dans la paix. Il y a eu évidemment quelques cas de dérapage, notamment le cas de notre confrère Moulégois, mais sur lequel nous avons très rapidement donné une réponse. Et donc il faut considérer que ceux qui attendaient les chaos n'est pas arrivé. Et le chaos n'arrivera pas non plus, parce que les gens pensent qu'après la publication des résultats, il y a des gens qui continuent de penser que le Congo eh bien, ils vont encore une nouvelle fois déchanter parce que le peuple congolais est mature et le peuple congolais attend justement
les résultats qui pourront sortir de la Commission électorale nationale indépendante et que tous ceux qui ne seront pas d'accord pourront utiliser les voies légales qui autorisent la contestation, évidemment une contestation qui s'est faite devant les cours et tribunaux. Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie. Je sais que vous avez des emplois du temps qui sont assez chargés au regard de la situation générale du pays, mais merci de vous prêter à cet exercice. Peut-être qu'on voudra avoir un rapide commentaire de votre part sur la situation générale du pays après les élections du 20 décembre dernier, mais aussi les dispositions qui sont prises pour nous assurer que la sécurité des Congolais, de leurs biens, sera maintenue, contrairement à tous ceux qui pensent qu'il devrait y avoir de problèmes de sécurité dans les jours qui viennent. Vous avez la parole, Monsieur le Vice-Premier ministre. Merci, Excellence. Merci pour la parole. Je salue les chevaliers de la plume, les amis de la presse. Dans le même sens que vous l'avez abordé, je voudrais souligner que la paix règne sur l'étendue de la République, en dehors des zones engagées dans la guerre contre les terroristes rwandais qui occupent une partie du territoire de notre pays. Comme aussi mon collègue l'a dit, nous avons pris toutes les dispositions pour que la paix règne face à certaines menaces, tant internes qu'externes. En interne, nous avons des acteurs majeurs qui sont en collision avec les ennemis extérieurs. Si ceux qui sont à l'extérieur nous combattent de l'extérieur, je dirais la manifestation c'est le M23 qui est chapeauté par les Rwandais. Mais en interne, il y a également des acteurs qui sont en connexion et qui veulent semer les désordres en incitant la population à poser des actes d'incivisme. Pour cette raison, nous, en tant que gouvernement, nous avons pris toutes les mesures. L'armée est mise en alerte au maximal, de même que la police, pour faire face à tout débordement. J'insiste, tout débordement. Nous n'allons pas établir un état martial, mais nous allons essayer d'être les plus fermes possibles pour faire face à tout débordement d'où qu'il vienne. Et c'est ici l'occasion pour nous d'en appeler à la population, d'être rassurés qu'il n'y aura rien qui va se passer dans les pays et qu'ils ne cèdent pas aux appels des sirènes. Nous demandons par la même occasion de la mesure et de la retenue à tous les acteurs politiques, parce que lorsque un acteur politique se lève un bon matin, appelle les gens de sa province, leur disant qu'on ne doit pas nous voler notre province, il commet une infraction. S'il y a des acteurs qui, à travers des réseaux sociaux, s'enferment dans leur maison et écrivent qu'ils sont encerclés par l'armée, ils propagent des faux bruits, c'est une infraction. Et ici, nous voudrions attirer l'attention de tout le monde sur ces faits, que pendant cette période où l'ennemi extérieur et intérieur veut semer la désolation dans les pays, la justice de notre pays sera active pour réprimer tous les actes qui sont contraires à la loi. Nous nous sommes engagés dans un processus démocratique. Il y a eu des élections que nous avons tous accepté de participer. S'il y a des contestations, c'est devant la Cour qu'il faut les amener. Je rappelle que nous avons tous accepté de faire les jeux, et ces jeux a des règles. Nous devons suivre les règles jusqu'au bout. Quiconque a besoin de contester n'a qu'à saisir la Cour constitutionnelle ou les juges compétents pour exprimer sa désapprobation sur la manière dont les choses se sont déroulées. Faire le contraire, c'est marcher sur la loi, et là, on trouvera l'État sur son chemin. Parce que personne ne peut être au-dessus de la loi, personne ne peut intimider l'État. Et je répète, les dispositions tant visibles qu'invisibles sont prises pour maîtriser quiconque se mettra
à vouloir envoyer le peuple congolais à la mort. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vos mots introductifs. On va passer à la série, justement, des questions et des réponses. Mais, évidemment, vous avez suivi avec nous aussi tous les rapports de missions d'observation qui ont été faites. On a suivi le Centre Carter qui a parlé d'un processus équitable. Je le disais tout à l'heure, nous nous sommes assurés que toutes les personnes qui étaient en mesure d'être candidats ou de vouloir voter le soir. Vous avez vu que nous faisons des élections qu'on a voulu inclusives. Pour la première fois, les Congolais de la diaspora ont voté. Vous avez suivi les rapports préliminaires des différentes missions. C'est dire que nous, comme gouvernement, nous avons évidemment noté qu'il y avait des points, des difficultés au niveau de la CENI. Et d'ailleurs, dans la première réaction que nous avions faite le 20 décembre, on avait appelé la CENI à donner des réponses. Et bien avant de commencer ces briefings, j'ai parlé avec les gouverneurs Johnny Luboya de l'Ituri, parce que vous tous, vous aviez suivi un des cas qui a été largement mentionné, c'est les cas des déplacés qui avaient attaqué des bureaux de vote incendiés, parce qu'ils venaient de Djougou, ils voulaient voter ces jours-là. Et malheureusement, ce n'est pas là qu'ils devraient voter. Il y avait des petites discussions, mais je voudrais vous garantir que la CENI, avec le gouverneur de l'Ituri, avait pris des dispositions pour que les compatriotes de cette partie du pays et pour lesquels les machines étaient endommagées, d'autres machines ont été remplacées, ils ont pu voter dans la sérénité. Ce n'est qu'un exemple pour vous dire que les difficultés, là où elles ont été notées, elles ont été traitées et des réponses ont été données. Et vous suivez de manière régulière, nous suivons comme vous d'ailleurs, les communications que font la CENI pour communiquer sur la suite du processus. Ici, c'est vraiment nous assurer que toutes les dispositions sont prises pour que la population puisse attendre dans la sérénité les résultats qui vont arriver dans le jour ou dans les heures qui viennent au niveau de la CENI. On va commencer cette série de questions par M. Alain Waikani. Merci beaucoup. J'ai des questions, juste une question pour le VPM. Dans d'autres pays, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Chez nous, c'est la CENI, mais sous la coordination sécuritaire du ministère de l'Intérieur. Alors, monsieur le ministre, qu'est-ce qui s'est passé? On voit dans tout ce que le ministre venait de dire, des images qui nous parviennent de partout à travers la RDC, même à Kinshasa. Il semble qu'il y ait eu un problème de déploiement des éléments de la police. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été fait exprès. Comment les machines qui sont censées être sécurisées par la police, de la CENI jusqu'au milieu où on devait voter, s'est retrouvé aux mains des politiciens, des personnes, individus? Est-ce qu'il y a eu des faillances dans le système? Mais aussi, qu'est-ce qui justifie ces déploiements à travers les pays? Est-ce qu'il y a un problème? Vous avez déjà parlé une partie de ça. Voilà mes questions. Oui, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Congolais se sont montrés à des moments, à des endroits. Ils ont fait preuve d'incivisme parce que toutes les dispositions ont été prises. Nous avons voulu qu'il n'y ait pas d'incident et vous aurez constaté que les policiers déployés dans les différents centres de vote étaient non armés. C'était tout simplement pour qu'il n'y ait pas de dégâts, qu'on ne dise pas qu'on a tiré. Nous avons voulu un processus apaisé, non teinté du sang des Congolais. Mais il y a des candidats, certains candidats à la députation nationale qui, ici et là, ont commis des bévues. Certains ont été maîtrisés dans leur forfait par la police. Et vous devez avoir vu aussi les images qui circulent. Ça veut dire que la police a fait son travail. Concernant Mais je voulais aussi dire, puisque vous avez dit comment les machines se sont retrouvées entre les mains des politiciens, et il faut ici souligner qu'il y a des images qu'on est en train de recycler aussi. On essaie d'exagérer. On prend les images des années 2018. Oui, des années antérieures, on les présente comme celles d'aujourd'hui. On prend les images qui se sont passées dans d'autres pays, on veut les adapter au contexte congolais.
Mais néanmoins, il y a eu quelques dérapages et qui ont été tout de suite maîtrisés. Alors, concernant la deuxième question, nous sommes un pays, un État souverain. Nous avons donc le devoir d'assurer la sécurité de nos populations. Concernant l'armée, nous avons formé des milliers de soldats. Et le tout ne devait pas rester cantonné dans un même point. C'est dans un plan normal de l'armée qu'on est en train de dispatcher les troupes nouvellement formées pour qu'ils puissent sécuriser notre pays. La police, nous avons des raisons aujourd'hui de la renforcer parce que c'est elle qui gère la population au quotidien. Et là, il y a une alerte maximale, de sorte que les processus, puisque le processus va se terminer avec la proclamation des résultats, il faut que jusqu'au jour de la proclamation des résultats et même après quelques jours, la police demeurera toujours en alerte. Raison pour laquelle nous sommes en train de renforcer les points où il n'y avait pas assez d'effectifs. Par exemple, dans les Grands Katanga, nous avons déployé des milliers de policiers là-bas. Et nous sommes en train de déployer partout ailleurs pour que justement ce que vous venez de dire ne se reproduise plus et que la population soit sécurisée. Voilà, merci. On va prendre la question de Dadi Songozon. Merci. Deux petites questions. Nous avons suivi les vice-premiers ministres parler de contestation dans le cadre de contentieux pour les élections. Les candidats présidents qui projettent une manifestation demain, est-ce que c'est d'eux qu'il s'agit quand vous parlez de gens que vous n'allez pas permettre, à qui vous n'allez pas permettre de manifester? Est-ce que vous allez déployer les policiers pour les en empêcher? Première question. La dernière question, les élections ont eu lieu. On a vu les cartes d'électeurs. Certains étaient allés chercher des duplicata, ils n'ont pas eu. Ça, ce n'est pas dans vos attributions, ça c'est la CENI. On attend des cartes d'identité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez lancer un message que les cartes d'identité sont déjà disponibles et que ONIP est à pied d'œuvre pour leur octroyer cela? Merci. La carte d'identité existe bel et bien. J'en ai une que je pouvais vous... Vous n'en avez pas encore eu? Dans la salle, vous en avez déjà eu ou pas? Non, mais il y en a d'autres qui en ont. Certains, non, parce que... Pascal, vous en avez eu? Parce qu'on avait commencé un processus spécial VPM, excusez-moi, vous allez continuer. Lorsque nous avions terminé les briefings sur la carte d'identité, on avait convenu qu'on accorderait une faveur aux journalistes qui puissent en avoir. Donc si vous ne l'avez pas encore, on va s'organiser avec les services du VPN pour que tout le monde puisse l'avoir. VPN. Donc je voulais dire, la carte est bel et bien en circulation. Il y en a qui comme mon collègue et moi, nous en avons, et d'autres journalistes. Nous sommes maintenant en train de déployer les équipes pour procéder à l'enregistrement des masses. On enregistre des données. Après un petit délai, on vous donne votre carte gratuitement. Ce n'est pas à vendre. Alors, concernant votre première question, les manifestations telles que projetées pour demain, lorsque vous voyez les motifs, c'est contester les élections. Alors que, j'ai dit, nous nous sommes engagés dans un jeu qui a des règles. Nous devons respecter les règles jusqu'au bout. De sorte que s'il y a quelqu'un qui veut sortir des règles, il viole la loi et il trouvera les forces de défense et de la sécurité de notre pays devant lui. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas cette marche-là. Tout simplement parce que ça ne cadre pas avec les contextes, ça ne cadre pas avec les processus, ça viole les dispositions légales qui prévoient que la contestation des résultats se fait devant
la Cour constitutionnelle ou les tribunaux compétents. Et donc ici, il faut quand même faire un petit rappel, parce que vous ne pouvez pas, je le disais il y a quelques jours à Mouléga justement, nous sommes dans un match. Vous ne pouvez pas quitter le terrain quand l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. C'est aussi ça le fair play. Vous ne pouvez pas contester les résultats des élections alors que les résultats en question ne sont pas encore connus. Sur quelle base vous allez contester? Parce que la contestation voudrait, et c'est pour ça qu'on parle de contentieux, que vous veniez le moment venu opposer vos résultats si vous estimez que les résultats qui sont sortis ne sont pas conformes. Et donc ici, il ne faut pas mettre la charrue devant le bœuf. Encore que des possibilités justement des contestations sont prévues par la loi. Et d'ailleurs ici, je salue la prise de position que vous avez tous vue de différentes chancelleries ici qui appelaient les uns les autres à suivre le déroulé de la publication de résultats. C'était de vous alerter ici que beaucoup préparaient plutôt la contestation que les élections. Là, nous sommes dans un processus, et c'est pour ça qu'il est important que vous tous vous puissiez regarder la différence que ces processus a des processus précédents. Moi, j'étais au G13, nous avions milité pour la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que la CENI les fait ou la CENI ne le fait pas? Alors, il faudrait quand même que nous-mêmes, on ne s'autoflagelle pas, parce qu'ici, c'est la République démocratique du Congo, sans nous regarder des camps l'un dans l'autre. Évidemment qu'il y avait des difficultés, parce que ces 100 000 candidats, vous tous, vous avez voté comme moi, ça vous a pris 3-4 minutes, le vote. Mais regardez les files qu'il y avait, c'est tout à fait normal. Mais encore qu'ici, il faut noter que les Congolais ont fait preuve de beaucoup de patience. Les gens auraient voulu que les gens se battent devant le bureau, les gens auraient voulu qu'il y ait des incidents, mais vous étiez avec nous à Kinshasa ici. Combien d'incidents on a noté par rapport aux millions de Congolais qui s'étaient mobilisés, pour prendre l'exemple de Kinshasa. Et donc ici, il faut que les uns les autres, les opposants ou les autres candidats, considèrent que nous devons finir le processus, en tout cas jusqu'à la proclamation des résultats des provisoires. Et les moments venus, s'ils veulent recourir ou contester, qu'ils contestent suivant le voie légal tel que le VPM l'a dit tout à l'heure. On va prendre la question de Mme Gino Réma. Et puis ce sera M. Jordan Maïnikin. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Devrais-je comprendre que votre message d'aujourd'hui, c'est pour dire non à la manifestation des opposants, la marche des opposants, vous ne l'autorisez pas? Deuxième question, nous constatons la militarisation de la ville de Lubumbashi. Pourquoi? Une dernière question, il y a eu des actes de vandalisme lors des opérations électorales, en fait du vote du 20 décembre dernier. Combien de personnes ont déjà été interpellés, des auteurs de ces actes de vandalisation? Oui, madame, je l'ai dit, la manifestation de demain a pour but de mettre à mal les processus électoraux engagés et le gouvernement de la République ne peut pas accepter cela. C'est logique. Leur démarche ne repose sur aucune légalité. Donc il s'agit d'un acte désespéré des gens qui sont peut-être perdants, alors que la CENI n'a pas encore publié les résultats. Ils prennent les devants pour faire ce qu'ils ont toujours souhaité, c'est-à-dire contester et rendre le pays ingouvernable. Aucun gouvernement au monde ne peut accepter que cela se produise sur son territoire. Donc nous n'allons pas nous laisser faire. Par rapport à la militarisation, je venais de répondre, madame, il ne s'agit pas de la militarisation, il s'agit du déploiement de nos forces armées sur l'étendue de la République. Je vous ai dit que nous en avons formé plusieurs, il est maintenant temps de les positionner pour sécuriser nos territoires. Il ne s'agit pas d'une crainte quelconque, de quelque chose qui se produirait à Lubumbashi ou dans les Grands Katanga. Il s'agit du déploiement stratégique comme ça s'est fait dans toutes les armées du monde. Par rapport à ceux qui ont posé des actes de vandalisme, effectivement, il y en a qui sont aux arrêts. Et j'ai instruit qu'ils soient déférés devant la justice et je pense que leur procès aura lieu et
vous serez informés. Ben, je n'ai pas les chiffres exacts puisqu'on les arrête au fur et à mesure. Il y en a dont on a attrapé en flagrant délit, que je connais personnellement, et d'autres encore, il faudra qu'à la fin on me fasse un rapport pour que je sache ils sont au nombre de combien. Et sur le même sujet, si je peux me permettre, vous avez suivi le président de la CENI lui-même, je pense, communiquer pour dire qu'au niveau de la CENI, il y aura des enquêtes. Il y aura des enquêtes qui seront diligentées en interne pour savoir ce qui s'est passé. Et ici, d'ailleurs, c'est l'occasion de dire que beaucoup des agents de la CENI sont pris pour cible par les hommes politiques de toutes parts, d'ailleurs. Parce qu'ils ont des rendez-vous avec des machines, parfois c'est des machines qu'il faut ramener, etc. Ici, il y a une grosse vigilance. Et l'essence même de la communication de ce jour, c'est non pas pour, comme vous aviez posé votre question tout à l'heure, c'est pas pour dire que la manifestation de demain n'est pas autorisée, mais c'est pour faire le point de la situation générale du pays. Ça, c'est la première communication du gouvernement après la tenue des élections. Donc, il était de notre devoir de venir fixer les Congolais dans le strict esprit de redevabilité tel que nous le faisons. Ici, il faut attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité pour tout le monde de respecter le matériel électoral et de veiller à la sécurité et l'ordre public. Pour l'exemple, il y a des mesures qui seront prises du côté du ministère de l'Intérieur, mais je pense aussi que du côté de la CENI, en tout cas, nous devons nous référer à ce qui a été dit, des conséquences qui seront tirées notamment peut-être sur certains candidats. Et donc l'idée ici, c'est de nous assurer que nous tous, finalement, nous fassions preuve de civisme, candidats, agents électoraux, etc. Ce n'est que de cette manière que nous tous, nous aurons concouru à avoir un jeu électoral assaini et propre. On va prendre la question de M. Maïnikini. Je voudrais ajouter quelque chose. Peut-être les gens ne font pas très attention. Dans la nouvelle loi électorale, il est prévu des sanctions pénales à l'endroit de toute personne qui porte entrave au bon déroulement du processus et surtout aux agents de la CENI. Ici, je voudrais demander à tout candidat qui se sent lésé de faire constater les faits par un OPJ compétent et, au moment opportun, saisir la justice. Sur le plan pénal, on peut obtenir même les dommages et intérêts sur base des actes que les uns et les autres auront commis, c'est-à-dire les agents de la CENI comme des candidats eux-mêmes. Il y a possibilité aujourd'hui de poursuivre chacun devant les juges pénals pour des faits commis pendant ce processus. Voilà, M. Maïnikini. Oui, merci pour la parole. Ma première question s'adresse au ministre de la Communication. Ça concerne la petite tension diplomatique qui règne entre la RDC et les Kenya après la création de l'alliance politico-militaire par M. Corneille Nangaa. J'aimerais savoir, puisque la RDC avait convoqué Georges Massafou, ambassadeur du Kenya en poste à Kinshasa, vous avez également rappelé les ambassadeurs basés au Kenya et à l'EAC. J'aimerais savoir, au moment où nous parlons, dans quel état se trouvent nos relations diplomatiques avec les Kenyans. Et nous avons entendu un communicateur de l'Union sacrée qui a appelé les Congolais à boycotter les banques kenyanes en RDC. Est-ce que le gouvernement partage cet avis? Et qu'en est-il du frère de Corneille Nangaa qui serait rappelé à Kinshasa? Et puis une petite question au ministre Peter Kazadi. En tant que patron de la sécurité du pays, est-ce que vous avez les chiffres exacts sur les nombres de machines à voter qui ont été détruites et est-ce que la sécurité a pu récupérer ces machines? Alors, je crois que toutes les questions devraient être destinées au VPM, Kazadi, parce que c'est lui qui avait reçu, non plus Georges Massafou qui avait déjà été rappelé, ou tout au moins qui avait fini son mandat, mais je pense les chargés d'affaires du Kenya. C'est le VPM qui l'a reçu, il pourra évidemment donner les réponses, mais ici c'est évident que nos relations, nous attendons des explications. Peut-être qu'après ce processus électoral, il y aura besoin de clarification, parce qu'il est hors des questions. Nous avons suivi tous le président Ruto dans ce qu'il disait, qui était, de notre point de vue, suffisamment grave. Ce n'est pas parce que les gens ont le droit
démocrate de s'exprimer, que vous devez donner l'impression que votre démocratie accueille, peut être le point de départ d'un mouvement rebelle. Et surtout pas le Kenya qui est impliqué avec nous depuis les débuts autour du processus de paix qu'on appelle même processus de Nairobi. Donc, les moments venus, il y aura des conséquences qui seront tirées. Les premières mesures diplomatiques ont été prises. Je crois que je n'ai pas suffisamment d'éléments là-dessus. Peut-être que le VPM de l'intérieur, le moment venu, pourra donner des éléments. Mais bon, ici, il faut éviter qu'on aille dans la généralisation. Parce qu'entre États, il peut toujours y avoir des difficultés sur certains points. Mais est-ce qu'il faut déjà commencer à dire maintenant on boycotte les produits kenyans et il peut toujours y avoir, il ne faut pas donner le prétexte pour qu'il y ait des cas de dérapage. Et donc c'est des choses, c'est des questions diplomatiques qui pourront, le moment venu, trouvant des réponses, être dissipées. Mais ici, il faut s'abstenir d'aller dans cette forme de stigmatisation au risque de créer d'autres foyers de tension. Peut-être que le VPN qui avait reçu le chargé d'affaires pour lui notifier de la désapprobation du gouvernement congolais peut donner d'autres détails à ces sujets. Oui, je pense que vous avez presque tout dit. Nous avons effectivement convoqué les chargés d'affaires de la République de Kenya ici chez nous. Nous l'avons reçu au nom du gouvernement de la République pour exprimer au gouvernement kenyan notre désapprobation par rapport à ces groupes rebelles qui a pris naissance sur les territoires kenyans. Et cela, d'autant plus que nous sommes d'abord membres des Nations Unies. Il y a des règles qui régissent nos États. Aucun État ne peut servir des bases arrières à un groupe pour déstabiliser un autre. Et aussi, nous sommes membres de l'EAC, là également. Ce fait-là est interdit. C'est-à-dire que sur le plan légal, nous sommes en droit de nous inquiéter qu'un pays voisin, un pays ami, un pays qui joue un grand rôle dans la recherche de la solution dans les conflits qui sévit à l'est de notre pays, que ce soit ces pays-là qui laissent naître sur son sol un mouvement armé et qui résout d'attaquer notre pays militairement. Donc nous avons exprimé notre désapprobation et comme mesure secondaire, nous avons rappelé des ambassadeurs au Kenya et auprès de l'EAC. La réponse du président Ruto ne nous a pas plu non plus, mais néanmoins il a dit qu'ils étaient disposés à ouvrir des enquêtes pour savoir ce qui s'est passé. Il s'agit là d'une brèche que nous pouvons exploiter pour en savoir un peu plus. Pourquoi est-ce que ce fait-là s'est passé sur le sol kenyan? Par rapport au boycott, je pense que mon collègue a déjà répondu. Nous n'avons pas rompu nos relations diplomatiques avec le Kenya. Il faut donc avoir de la mesure et ne pas aller au-delà de ce qui est concevable. Par rapport à Nanga rappelé, mais je rappelle les gouverneurs tous les jours ici. Il n'y a pas que Nanga qui est rappelé, j'ai rappelé aussi les gouverneurs du Sud Ubangi pour consultation. Je les fais régulièrement. Pourquoi est-ce que les rappels de Nanga Kinshasa doivent poser problème? Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Nanga est rappelé ici. C'est dans le cadre purement du travail que nous l'avons rappelé ici. L'idée sur le nombre de machines détruites, je ne le saurais pas, d'autant plus que je ne suis pas le comptable des machines, mais je suis responsable de la sécurisation des machines. C'est la CENI qui peut nous dire combien ont été détruites, mais nous, notre rôle, c'est de sécuriser ces équipements qui ne sont pas à notre disposition, qui sont du matériel de la CENI, mais nous accompagnons la CENI sur le plan sécuritaire. Alors peut-être qu'il faudra reposer la question au Bossolo ce soir pour demander à la CENI s'ils ont déjà un rapport circonstancié des cas des machines qui ont été touchées. On va prendre la question de M. Oscar Mbal.
et puis ce sera Jacques Moulouba. Merci pour la parole. Joyeux Noël, Excellence. Merci. Ma question est partie d'un constat. Depuis le début de la campagne et surtout pendant cette période de vote, nous avons constaté sur le terrain l'absence des autorités politico-administratives par rapport à leurs charges. Moins de ministres sont en train de travailler. J'ai fait allusion ici à Kinshasa par exemple. Quand vous sillonnez la ville devient de plus en plus sale. Personne pour s'en occuper, des immondices à gauche et à droite. Même chose à Lubumbashi et dans d'autres coins de la République. Je voudrais savoir qu'est-ce qui expliquerait cela parce que les ministres n'ont pas démissionné, les gouverneurs non plus, les autorités politico-administratives. Mais on sent une certaine absence, une certaine léthargie dans l'accomplissement de l'action publique. Bon, écoutez, c'est votre constat, parce que pour ce qui nous concerne comme gouvernement, le vice-premier ministre, il est là. Je crois qu'il n'a fait presque qu'une semaine de campagne, parce qu'il était occupé à des charges de l'État. Vous savez que la campagne électorale est une période qui est connue à l'avance. C'est une période qui dure un mois. Nous l'avions dit ici, parce qu'il y avait un faux débat autour de la compatibilité ou pas des membres du gouvernement, candidature, etc. Il y a des dispositions qui ont été prises pour assurer le fonctionnement optimal. Pour ce qui concerne du gouvernement, nous pouvons répondre. Mais pour ce qui concerne la ville, je ne sais pas si le vice-premier ministre a une réponse à donner à ce niveau-là, mais pour ce qui concerne le gouvernement, toutes les dispositions ont été prises pour que l'appareil étatique ne puisse pas être paralysé. Ben, l'absence des autorités administratives, je dirais non, puisque l'État continue à fonctionner. Mais ce n'est pas parce que la ville n'est pas entretenue que cela signifie qu'il y a absence d'autorités administratives. Les autorités sont là, elles fonctionnent. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'une négligence, hein, je dirais, des responsables de la ville. Je crois bien qu'avec ces élections, les choses vont changer. Certainement qu'il y aura des nouveaux dirigeants qui feront mieux que ceux qui sont là aujourd'hui. Voilà, nous attendrons le résultat. On va prendre rapidement les dernières questions. Jacques Moulouba, allez-y. Et puis ce sera Jacques Amboka, où est-ce qu'il est? Jacques, et puis Serge Seka. On va terminer là. Merci beaucoup. La première question, je la pose au vice-premier ministre. Monsieur le vice-premier ministre, nous avons suivi tous le processus électoral et je crois que vous avez également suivi la communication du Front commun pour le Congo en rapport avec les élections. Vous avez dit ici que toutes les dispositions, tant visibles qu'invisibles, sont prises pour que la paix règne dans le pays. Mais que dites-vous du Front commun pour le Congo qui, après avoir organisé 3 cycles électoraux, estime que les récentes élections sont chaotiques et qui appelle la population à recourir à l'article 64 de la Constitution, vous savez, qui demande au peuple de faire obstruction à tout pouvoir qui serait anticonstitutionnel. Quelle est votre réaction? Et une question au ministre de la Communication et des Médias. Vous avez participé au processus électoral de 2018 ayant conduit à votre élection et aujourd'hui vous êtes au gouvernement, vous avez organisé les élections avec le gouvernement qui a appuyé la CENI et quel parallélisme, quelle comparaison pouvez-vous faire entre le processus de 2018 et celui de 2023 et qu'est-ce qui peut être considéré aujourd'hui comme élément de crédibilité pour ces élections de 2023? Merci, mais je veux revenir à votre première question parce que ici nous faisons une communication gouvernementale. Il n'est pas aisé pour nous de commencer à réagir à des prises de position des partis politiques. Ici, nous rappelons le grand principe, c'est qu'ils doivent être, peut-être que le VPM fera un commentaire à propos, parce qu'après, il ne faudrait pas qu'il y ait une forme de débat entre les gouvernements et du reste des personnes qui n'ont pas participé aux élections. Alors, ici, d'abord, j'étais 2006, nous avions fait les débats électoraux ensemble, 2011, 2018. Je le disais tout à l'heure,
ça peut vous paraître banal, mais nous avons la connexion Internet. Moi, j'ai été contacté par des gens qui m'ont appelé pour me dire « Monsieur le ministre, ne me dites pas que vous allez couper Internet. Encore que ce n'est pas de ma compétence. Peut-être que le VPM, lui, qui gère les services, peut être en mesure de parmi ceux qui pourront faire ces décisions s'il devait y arriver. » Ça, c'est des premiers éléments de contexte. Le deuxième élément de contexte, nous tous ici, beaucoup le pensaient, bon, je n'ai même pas cité, mais je dois le citer, beaucoup pensaient que Moïse Katoumi ne serait pas candidat. On disait qu'il serait exclu, qu'on aurait fait la loi Tchani pour l'exclure, etc. Mais vous avez vu qu'il a été candidat. Vous avez vu aussi qu'il a fait campagne. Exactement comme tous les candidats. Si vous suivez les rapports du Centre Carter, on vous dira que le processus était équitable. Il y a eu des difficultés au niveau de la CENI, en termes de logistique, liées à l'immensité du pays, autant que ça a pris pour voter. Mais vous allez voir que de ce point de vue, c'est tout à notre, à notre bénéfice. Quand je dis notre bénéfice, parce que le processus électoral appartient à tout le monde. Nous, gouvernement, nous intervenons pour ce qui concerne les financements, la sécurité. Le Parlement intervient en ce qui concerne les lois, la société civile, les partis politiques. Pour ce qui nous concerne, on va observer que nous avons, pour la première fois, fait voter les Congolais de l'étranger. Ce n'est pas tous les Congolais de l'étranger qui ont voté, mais il y a 5 pays. C'est pour vous dire que ces élections, nous les avons vues incluses. Et il y a un point important, parce que parmi les députés, la loi électorale en cours, c'est la loi Lokondo. Nous voulions la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est ce qui s'est fait. C'est fait en direct avec la plus grande transparence qu'on n'a jamais eu avant. Parce que le centre Bossolo, qui est une innovation coup de chapeau au niveau de la CENI, on n'avait jamais eu. Et donc c'est pour vous dire que de 2018 à 2023, évidemment, tout n'a pas été fait, on ne dira jamais que tout était parfait, mais il faut noter que du point de vue politique, tous ceux qui voulaient être candidats l'ont fait. Et d'ailleurs là, nous commençons à réfléchir, est-ce que sur la loi qui viendra, est-ce qu'il ne faudrait pas dire la caution ne doit pas remonter à 5-10 000 $? Parce que nous, quand nous avions choisi d'introduire un seuil de recevabilité, c'était pour restreindre les nombres de candidats, les nombres de partis. Mais aujourd'hui, on a 100 000 candidats, c'est presque le double, le triple des candidats qu'on a eu pour toutes les élections passées. Si vous additionnez les nombres de candidats de 2006, les nombres de candidats de 2018, de 2011 et de 2018, vous n'atteignez même pas les nombres de candidats qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est à la limite un peu cancérigène. 100 000 candidats, ça complique aussi les choses. Mais parce qu'il y avait une volonté, cette fois-ci, on a fait des élections locales, municipales. Beaucoup pensaient que c'est un pari qui ne serait pas tenu. Nous l'avons fait, mais il faut qu'on arrive à tirer les conséquences par rapport au poids démographique de nos électeurs, par rapport au temps que cela peut prendre et par rapport aux conditions météorologiques. Par exemple, nous ne savons pas ce que sera les mois qui viennent, mais qui ne voudrait pas que les élections se tiennent durant la saison sèche, par exemple? Le mois de décembre, après, au moins ces mois de décembre, nous sommes en paix. Il y avait plein de tensions à tous les mois de décembre, on a du mal à fêter dans la sérénité. Mais cette fois-ci, c'est un élément de différence. Et nous espérons que pour ceux qui auront la décision demain, on va tirer les conséquences de ces processus pour que nous ayons des élections en saison sèche, où il n'y a pas de pluie, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de complications en termes de déploiement, mais où aussi on aura essayé de faire de notre mieux pour avoir un nombre de candidats acceptables, parce que le nombre des électeurs va encore bondir et les temps que prend un électeur pour voter aura forcément une incidence sur la suite. Et donc moi je considère que nous avons fait des pas dans la consolidation de notre démocratie et nous espérons que cet élan sera maintenu. Désolé VPM, je faisais un petit témoignage de candidat. Non, mais la différence est notable, tant dans l'organisation, dans la surveillance de ces élections. Je me rappelle en 2018, les dirigeants au pouvoir avaient du mal à faire leur campagne, mais cette fois-ci, et ceux qui sont au pouvoir et les opposants ont parcouru toute la République sans restriction aucune. Donc c'est quelque chose qu'il faut noter et féliciter. Par rapport à la question de nos amis des FCC qui invoquent l'article 64, je ne sais pas s'ils savent bien interpréter cet article. Cet article dit tout simplement que les Congolais ont les devoirs sacrés
s'opposer, de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui tentent de prendre le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. Est-ce au jour d'aujourd'hui, concernant les premiers points, prendre le pouvoir par la force, est-ce que le gouvernement est en train de prendre le pouvoir par la force? Non. Nous avons des institutions issues des élections auxquelles le FCC avait participé, avec une majorité au niveau du Parlement. Si donc il y a des gens qui peuvent tomber sous les coups de cette disposition, c'est justement le FCC qui a boycotté le processus électoral. Il devait plutôt se taire que parler parce que le processus électoral ne les concerne pas. L'expérience qu'ils sont en train de vivre, nous, à l'IDPS, nous l'avons vécu en 2006. Vous ne nous avez jamais vu revenir pour contester les élections auxquelles nous n'avons pas pris part. Ils les contestent en fonction de quoi? Si ce n'est que vouloir amener les troupes dans les pays et tomber victime de 64. C'est là que j'ai dit que le gouvernement de la République a pris toutes les mesures pour faire face notamment à des gens pareils qui pensent qu'ils peuvent inciter la population à renverser les institutions de la République. Peut-être on ne vous a jamais dit pourquoi ils ne se sont pas présentés, ce n'est pas parce que le processus était biaisé, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas un bilan à présenter au peuple. Qui pouvait accepter de voter quelqu'un issu de ces régimes-là après tout ce que nous avons connu dans ces pays? Alors, ayant compris cela, ils ont décidé de mettre à l'écart, qu'ils se taisent tout simplement. Voilà, merci VPM. Jacques Amboka. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Ma question est celle de savoir, avant les élections, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba avait, selon ses déclarations, déclaré que les serveurs de la CENI avaient fait l'objet d'attaques de la part de, je ne sais pas comment les considérer, de sources russes. Le chef de l'État y est revenu aussi lors de son passage à Top Congo. Ma question est celle de savoir, on a pu quand même organiser les élections sans que ces attaques puissent faire des impacts sur le processus électoral. Est-ce que les autorités du pays peuvent laisser passer cet incident comme ça, parce qu'on sait quand même que c'est aussi une question liée à la sécurité? Y aura-t-il pas des enquêtes qui peuvent se suivre pour apporter plus de lumière pour que les Congolais puissent savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, qui sont les auteurs de ces attaques et comment les pays peuvent aussi faire pour contrer à l'avenir de telles attaques? La question est adressée au vice-premier ministre. Et la deuxième question est celle de savoir, monsieur le vice-premier ministre, si on essaye de faire l'inversion de rôle, UDPS à son temps par rapport au contexte actuel d'organisation des élections, c'est vrai qu'on essaye de minimiser un peu les irrégularités sur le processus électoral. Si UDPS était à l'opposition, aujourd'hui, il n'envisage-t-elle pas aussi des marches pour contester ce qui est fait, ou peut-être vous alliez simplement accepter qu'on dit ça à la Cour constitutionnelle? Connaissant l'IDPS, est-ce que vous n'alliez pas vous jeter à la rue pour contester les résultats aujourd'hui? Voilà. Je commence par la dernière question. Parmi les acteurs dans les processus, l'IDPS est au pouvoir. Mais aujourd'hui, l'IDPS a le rôle gouvernemental avec tant d'autres amis. L'IDPS a concouru à ces élections de manière la plus transparente à travers les gouvernements de la République. C'est-à-dire que l'IDPS est disposé à accepter tous
résultat qui sortira de ces élections. Parce que nous n'avons pas l'évolution sous-entend qu'il y a peut-être des pratiques qui ne cadrent pas avec l'intégrité de l'élection. Mais dans ces cas, je peux vous garantir et vous rassurer que même si l'IDPS était dans l'opposition et que les choses soient passées telles qu'elles se sont passées aujourd'hui, en toute transparence, les résultats publiés par bureau de vote, l'inclusivité, les gens que vous avez, puisque moi j'ai encore revenu, j'en ai débattu avec certaines organisations internationales. Il y avait des équipes, des matériels qui nous de l'environnement. Nous sommes organisés pour sécuriser les installations de la CENI. Et ils ont échoué. Ils ne s'en servent plus à rien. Mais vous pouvez deviner, hein, ces gens-là existent, mais ils ne servent plus à rien parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. C'est ce qu'on appelle en droit l'infraction manquée. Le gouvernement de la République reste vigilant. Ayant échoué à manipuler les résultats des élections, il se prépare à contester. Vous devez avoir déjà entendu certains de ces groupes-là donner des points de vue qui ne reposent sur rien, des points de vue totalement contradictoires, dépourvus de tout fondement. Comment est-ce qu'un responsable peut se lever un bon matin et dire que face à ces processus qui s'est passé vraiment dans la transparence, dire qu'il y a eu des votes dans des camps militaires et dans les églises? Il faut apporter la preuve. Il ne suffit pas d'alléguer des faits. Il faut indiquer que dans tel camp militaire, il y a eu bureau de vote et surtout donner les noms de ces bureaux-là. Parce que si on veut frauder, on déplace un dispositif régulièrement installé par la CENI, on l'amène ailleurs pour aller bourrer les urnes. Et si on a bourré les urnes dans les camps militaires ou dans les églises, ça veut dire que ces équipements-là étaient destinés à un endroit déterminé qui se trouve dans la cartographie de la CENI. Si ces gens-là sont intelligents, s'ils sont sincères et honnêtes, ils devaient commencer par dire que les bureaux ou les matériels qui étaient destinés pour tel bureau n'a pas été amené à ces bureaux-là, on l'a plutôt amené dans tel camp. Qu'ils soient capables de dire ça, c'est ça même la transparence. Il ne suffit pas de venir lire, faire un communiqué pour plaire à ceux qui leur ont donné des millions. Il y a des gens qui vivent, que pendant les élections, ils se battent pour que les élections arrivent. Ils sont bénéficiaires de plusieurs millions qui pouvaient, si ils étaient mis à la disposition de la République, développer certaines infrastructures. Mais ici, ils prennent ça juste pour organiser les troubles et les désordres dans les pays. C'est tout simplement malheureux. Voilà, un petit commentaire parce que vous avez parlé de minimiser tout à l'heure. Il faut regarder cette élection dans toute sa dimension. La CENI avait prévu de déployer 75 400 bureaux de vote. J'ai cru comprendre qu'un bureau de vote équivaut à une machine. Une machine, d'après les statistiques, c'est 680 électeurs. Plus 70, on suppose qu'il peut y avoir des journalistes, des observateurs ou de témoins qui peuvent voter par dérogation. On est à 750. Je ne sais pas quel est le nombre final, parce que j'ai entendu la CENI parler à partir peut-être de 90% de bureaux de vote qui ont été ouverts, qui ont été opérationnels. Je ne sais pas si les incidents dont vous parlez concernent 100 machines. Je ne suis pas spécialiste, la CENI répondra.
Si ça concerne 100 machines, au maximum, ça fait 75 000 voix. Dans un contexte où si on en avait ouvert 90 000, qu'est-ce que 75 000 peut représenter, par exemple, pour l'élection présidentielle qui se joue à des millions et des millions? C'est marginal. Évidemment, dans une élection que nous voulons inclusive, où tout le monde doit voter pour son député provincial ou son député national, évidemment, à un niveau plus réduit, cela a un impact. Je vous ai donné l'exemple de l'ISP Bunia, et pour lequel le gouverneur militaire et la CENI avaient trouvé des solutions sur ce qui concernait les déplacés. Donc, l'idée ici, ce n'est pas de minimiser les incidents. Les incidents, au contraire, il faut le reconnaître et y apporter des réponses. Mais ici, on est dans un contexte où des gens pensaient, où des gens parlent de chaos, où les gens parlent de choses qui, en réalité, si vous regardez la grosse masse des populations congolaises qui s'est déplacée, est infime. Ça veut dire que nous, on ne s'attendait pas à des élections parfaites. Mais lorsque vous avez cet incident avec des déplacés qui brûlent 3 machines, et les 3 machines ont été remplacées, mais tous ces médias qui ont rapporté ça, y compris à l'international, est-ce qu'ils ont pris le soin de repasser au même endroit pour voir que l'incident a été traité? Vous voyez qu'ici, lorsqu'on parle de changement de narratif, on en parle vraiment parce qu'il y a un besoin. On a compris qu'il y a des gens qui s'attendaient au chaos et qui pensent encore qu'il y aura les chaos avec la publication des résultats. Rien de cela n'arrivera parce que le peuple s'est massivement exprimé dans la discipline. Je pense que ça, c'est un des points cruciaux et je suis sûr que ces peuples-là, nous verrons sa réaction le jour de la publication de résultats. On va prendre la dernière question avec le Serge Seka. Madame Rachel, venez alors rapidement, parce que le VPM a d'autres charges. Venez Clément rapidement, comme ça on va répondre et finir. Merci Excellence pour la parole, le meilleur vœu à vous. Nous entrons dans une période où la parole se libère, les narratifs au pluriel vont dans tous les sens, au risque de récupération politique. Ma question, pourquoi le gouvernement ou peut-être le ministère de Communication n'organiserait-elle pas le ministère de Communication n'organisera-t-il pas des émissions, des sensibilisations en marge de ce que la CENI est en train de faire pour appeler à la citoyenneté? Parce qu'après les élections, le Congo doit rester. Absolument. Après les élections, nous devons continuer le développement, nous devons vivre, nous n'avons que ce pays. Absolument. Alors, il y a des discours qui tendent à brûler le pays, à jeter les bébés l'eau du bain. Nous, on dit non et on attend peut-être de vous, ministre et gouvernement, la possibilité d'organiser, de donner toutes ces explications que vous donnez, parce que nous avons comme l'impression que la CENI vient après coup, vient pour justifier alors qu'on pouvait anticiper, dire qu'il y a telle difficulté, on couperait l'herbe sous le pied de ceux des détracteurs. Première question. Deuxième question au VPM. Oui, le gouvernement est resté en place. Je ne suis pas tout à fait d'accord quand le ministre a dit que l'administration publique a continué, parce qu'ici à Kinshasa, nous prenons Kingaboua jusqu'à Kinsuka, il y a inondation. Il y a des familles entières qui sont dehors du fait des crues, et notamment la problématique de Bédengalima s'invite. On a construit, on empêche aujourd'hui le fleuve de s'étendre avec... Ce ne sont pas les pluies de Kinshasa, mais les pluies du Nord. Alors, il y a un silence où on se noie. Le gouvernement est silencieux, même pas. Je crois que je comprends qu'il y a la problématique d'organisation, de sécurisation des élections et même des candidatures. Mais là, il y a la population congolaise. Il faudrait que ce soit à Beni, à Butembo, à Rutshuru. Nous sommes tous Congolais, il y a des familles qui sont dehors ici. Et ça nous inquiète, ça inquiète la population de voir qu'il n'y a pas tellement de réactions à ces niveaux. Merci. Voilà, sur votre première question, c'est pertinent parce que j'en parlais tout à l'heure avec l'équipe de la RTNC. La période de la campagne électorale est finie. C'est une période spéciale où on peut s'autoriser à avoir des positions qui étaient quelquefois tranchées. Certains ont eu des insultes ou des invectives, mais c'était dans le cadre de leur stratégie. Mais aujourd'hui, le Congo doit gagner. Et nous observons que les Congolais ont effectivement gagné parce qu'ils se sont massivement exprimés aux dernières élections. Il y a eu des difficultés, on l'a reconnu, c'est inhérent au contexte qui est le nôtre et nous l'avons bien expliqué. Mais maintenant, il y a la phase cruciale qui est celle de la publication des résultats. Lorsque vous avez participé à une compétition, il faut savoir que vous pouvez perdre.
Et si vous perdez, vous n'allez pas tout de suite dire que bon, la compétition n'était pas bonne parce que vous avez perdu. Ce n'est pas faire preuve de fair play. Ici, de manière régulière, on a toujours dit non au discours de haine. Ici, de manière régulière, on a toujours dit non au discours ségrégationniste ou sécessionniste, que sais-je encore. Et ici, et c'est l'essence justement de cet exercice, où le gouvernement vient rappeler que des dispositions sont prises pour maintenir et préserver l'ordre public partout, et les dispositions sont prises pour qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Nous ne sommes plus en période de campagne électorale où on pouvait y avoir une certaine tolérance parce que c'était dans un contexte de campagne. Mais aujourd'hui, aucun dirigeant politique ne peut tenir un discours qui peut être de nature à troubler l'unité nationale, etc., et rester sans conséquence. La conséquence peut être même un rappel à l'ordre. Il ne faut pas forcément voir la conséquence en termes d'interpellation, d'arrestation. Mais s'il faut y arriver, nous y arriverons parce qu'il faut garantir et préserver l'unité nationale. Et donc ici, que ces messages-là soient bien captés. Mais il ne faut pas forcément attendre que le ministère ou que le ministre prenne l'initiative. Vous êtes des médias, vous êtes des Congolais. C'est aussi cela, le rôle qui est le vôtre, de faire des plateaux, de donner la parole à ceux qui vont rappeler aux uns les autres qu'une élection, c'est une compétition. 5 ans, ça passe vite. Peut-être que dans 5 ans, ce sera votre tour, si vous avez des arguments. Alors pourquoi vous voulez jeter l'eau et l'enfant du bain? Parce que simplement, vous n'avez pas été cette fois-ci le favori des Congolais. Donc il faut accepter que cette élection va consacrer un vainqueur et vous serez peut-être des perdants. Alors soyez fair play, n'essayez surtout pas de perturber l'ordre public ou de perturber l'unité nationale. Pas du tout. Je voudrais ajouter un peu à ce qu'a dit mon collègue. Je vais illustrer la période électorale à une compétition sportive et beaucoup plus, par exemple, des boxe. Lorsque les deux boxeurs montent sur les rings, ils se donnent des coups, chacun cherchant à éliminer l'autre et l'emporter. Mais les mêmes boxeurs, dès qu'ils quittent les rings, ils s'administrent des coups, tout de suite, ils tombent sous les coups de la loi. Ça, vous le savez. Cela revient à dire que la période de la campagne électorale, où parfois tous les coups pouvaient être tolérés et dépassés, nous entrons dans une nouvelle phase où le tout doit se faire conformément à la loi. Et ici, il y a des attaques, soit collectives, contre des communautés entières, ou ciblées. J'encourage les victimes de ces attaques de saisir la justice pour qu'ils soient restaurés dans leur dignité. Et j'exhorte également la justice de notre pays de demeurer vigilant. En ce qui me concerne, mes services sont instruits et ils ne vont pas lésiner sur les moyens pour se saisir de toute personne qui va tomber sous les coups de la loi et les déférer devant la justice. Maintenant, par rapport à l'administration, je crois avoir répondu. L'administration ne pas exister. Elle a existé, mais on a noté la négligence de certains responsables, je l'ai dit. Ceux qui devaient prendre de telles questions en charge, ils ne l'ont pas fait. Et je suis content que cela soit constaté en ce moment-ci. Demain, nous allons avoir un nouveau gouverneur, un nouveau gouvernement provincial qui peut bien s'occuper du vécu quotidien des Kinon. En attendant, il y a des victimes, Excellence, il y a des gens, des familles qui sont dehors. Bien sûr, nous sommes là. On vous voit, mais sur le terrain, il y en a... Si les institutions provinciales sont en faillite, le gouvernement de la République est là. Si vous suivez bien l'action gouvernementale, nous sommes toujours aux côtés de nos populations et nous essayons de soulager tant soit peu les difficultés auxquelles ils sont bités. Mais il appartient aux différents gouvernements provinciaux de prendre leurs responsabilités et faire face à certains défis qui relèvent de leurs compétences. Et d'ailleurs, je pense que c'est vendredi, nous aurons Conseil de ministres. On va voir Madame Rachel et Clément rapidement, s'il vous plaît, pour vos questions et on va terminer cet exercice.
Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. D'abord, j'aimerais avoir votre réaction à mi-publication des résultats. On est à presque 15% des résultats des premières tendances de la présidentielle qui donne à ce jour le candidat numéro 20 en tête des publications des premières tendances avec 78,80% de voix. Alors, est-ce qu'il y a des effets surprises quand vous regardez, par exemple, la publication circonscription électorale par circonscription électorale? Est-ce qu'il y a des circonscriptions électorales qui vous surprennent dans le nombre ou les chiffres de votre candidat dans ces circonscriptions électorales, puisque vous suivez à la lettre la question de cette publication des résultats de la présidentielle? Une question au ministre, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Est-ce que vous avez une suite sur les enquêtes au sujet de la mort de l'expert Haïti, des observateurs de l'Union européenne qui a trouvé la mort à Kinshasa, capitale de la RDC, et en tant que patron du territorial, hier on a encore voté à Bapéré dans le Nord Kivu. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un coin de la République où des électeurs sont appelés aux urnes? Alors sur votre première question, on sera gêné de commenter ces résultats à ce stade. Nous avons fait une campagne électorale avec notre candidat, le numéro 20, et nous sommes en train progressivement de récolter ce qu'on a sémé. On le regarde évidemment avec beaucoup d'humilité et de reconnaissance, et dans le moment venu, nous aurons l'occasion de réagir. Mais ce que nous notons et qui est bien, c'est que tout s'est fait de la manière la plus transparente. Nous avons mis à disposition la télévision nationale, et d'ailleurs, dès qu'on termine cet exercice, je pense que le centre Bossolo va prendre le signal pour que le Congolais puisse suivre en même temps que nous la publication des résultats. Jacques Mdouba, ça c'est un des points majeurs qui différencie ces processus des processus précédents. Et Madame Rachel, soyez sûre que nous réagirons le moment venu dès que cela sera nécessaire. Parce que nous sommes dans une tribune gouvernementale. Il ne serait peut-être pas de bonne loi de donner nos avis sur ce qui se fait, mais nous espérons que tout le monde suit les résultats avec le même esprit que nous, la même sérénité que nous, parce qu'à la fin, c'est les Congolais qui auront gagné. Voilà. Madame Rachel, par rapport à la mort de l'observateur, il s'agit d'un responsable informatique de la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui s'est jeté, je pense, du 4e étage, et il a trouvé la mort. Les enquêtes sont en cours pour connaître les circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort. Et je ne sais pas en dire plus. Par rapport aux élections qui s'éteindraient, depuis ce matin, je n'ai pas reçu un rapport dans ce sens. Peut-être parce que de chez moi, je suis venu ici. Je ne suis pas encore arrivé dans mon cabinet. Je ne suis pas en mesure de donner une réponse exacte par rapport à cette question. Mais alors peut-être c'est la question qu'il faudra reposer à M. Kadima, parce que hier je le suivais avec Israël Moutala et Patient Ligodi justement. À cette question, il a dit que les Congolais ont le droit constitutionnel de voter. Dans le contexte qui est le nôtre, il a même rajouté en disant nous faisons une élection à seuil, où il faut donner la chance à tous les partis politiques de revoir ou d'avoir un peu les réponses, toutes les voix de tout le monde. Je pense que ce serait bien de reposer cette question-là au président de la CENI, peut-être qu'il pourra vous donner une réponse plus précise. Mais nous notons que l'engouement de Congolais pour ce vote doit être et devait être pris en compte pour qu'ils puissent exprimer librement leur suffrage, y compris pour sanctionner des dirigeants comme le VPM l'a insigné tout à l'heure, qui ne se seraient pas évidemment bien acquittés de leurs tâches quand ils étaient aux responsabilités. Monsieur Clément, allez-y rapidement. Ma préoccupation s'adresse au porte-parole du gouvernement. Vous venez de saluer l'engouement des Congolais, mais pour les cardinals, ils pensent qu'il y a eu un désordre qui s'est transformé en frustration. Qui réagit le gouvernement par rapport à cette Oui, mais alors, encore une fois, les frustrations, vous savez, moi j'ai vu des Congolais qui étaient frustrés quand je suis allé voter. Parce que bon, je suis allé voter, il y avait quand même un petit protocole pour nous permettre
de voter rapidement, mais j'ai vu des Congolais qui étaient là, qui étaient frustrés. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont quitté la file et qu'ils n'ont pas voté plus tard. Et donc ici, le cardinal a ses opinions, d'ailleurs, que nous connaissons tous. On ne pouvait pas nous attendre de lui à avoir une opinion différente que celle-là. Mais il peut regarder la question autrement. Parce que lorsqu'il y a un événement qui arrive, pourquoi vous regardez que ce qui n'a pas marché? Nous tous ici, nous reconnaissons, la CENI reconnaît qu'il y a eu des difficultés. Mais alors, et tous ces Congolais qui ont voté par millions dans des conditions de sérénité, est-ce qu'eux ne méritent pas non plus d'avoir un mot du cardinal? Pour tous ces Congolais, pour tout ce qui s'est bien passé là, est-ce que le cardinal ne peut pas saluer l'ordre que les Congolais ont observé quand ils allaient voter? Des gens ont attendu 2 heures, certains ont voté la nuit. Est-ce que cet ordre-là ne méritait pas un commentaire du cardinal? Donc, il a ses opinions, il a exprimé ses opinions librement, mais nous notons que lui, il est allé voter. Et quand le cardinal a voté, je ne pense pas qu'il y avait du désordre. Il y avait de l'ordre là où il a voté, parce que j'ai vu qu'il a voté et il a fait une interview juste après. Et donc ici, il faut éviter justement d'avoir des positions qui risquent de donner des opinions aux gens. Des gens considèrent que les propos du cardinal peuvent être des propos qui vont dans le sens d'un camp, pour soutenir justement ceux qui veulent contester les processus. Et ce ne serait pas bon que cela soit perçu de cette façon pour quelqu'un qui représente une institution qui est censée être au milieu du village. Il y a des observateurs qui ont été déployés. Nous attendrons de voir les observateurs. On parlait des résultats tout à l'heure, sortir les résultats qui seront les leurs, si ces résultats seront différents de la CENI. Pour ce qui concerne le retard dans l'ouverture de bureaux, tout le monde l'a reconnu, et la CENI a dit que là où il y avait de retard, les bureaux avaient le droit d'opérer pendant 11 heures, et que toutes les personnes qui étaient sur la file, même quand les 11 heures étaient dépassées, pouvaient attendre et être accueillies par les agents des bureaux de vote pour qu'ils votent. Et donc ici, faisons aussi un effort pour regarder ce qui marche et nous allons contribuer à consolider notre démocratie, parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'on ait une démocratie parfaite. Voilà. Dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence. J'ai une petite question. Pour quel média, s'il vous plaît? C'est Dandy Ilunga, okapinews.net. Ma question s'adresse au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. J'ai religieusement suivi parler du déploiement stratégique des hommes en uniforme au Katanga. C'est dans cette même optique d'idée que je voulais vraiment avoir des éclaircissements de ce que nous pourrions retenir quant aux mesures préventives, quant à la sécurisation de personnes et de leurs biens, voire même les candidats présidents, députés nationaux ainsi que provinciaux. D'où ma question est celle-ci. L'instrumentalisation de quelques jeunes de partis politiques, de l'opposition, soit du pouvoir en place, qui tabassent et maltraitent le paisible citoyen. Entre autres, vous connaissez bien la situation des Ndanou et aussi la situation malheureuse qui est arrivée à Franck Diongo. Comment réagissez-vous? Et j'aurais aussi besoin que le ministre de la Communication puisse aussi y renchérir là-dessus. Merci. Merci. Merci bien. Des mesures préventives quant à la sécurisation de tous les Congolais, nous les avons prises, et plus précisément ou plus spécialement pour les candidats présidents de la République. Nous avons commis à leur sécurité 25 hommes armés, équipés pour assurer leur sécurité. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Même s'il y en avait qui ne vivent que des conflits, hein. Vous le savez. Ici, je parle du cas de Théodore Ngoy, à qui on a remis les premiers, on a mis à sa disposition 25 policiers. Il a dit, retournez avec vos policiers. Et puis, il revient pour dire non, donnez-moi les policiers cette fois-ci équipés, accompagnés de leurs rations, comme si les policiers ne mangeaient pas chez eux. Alors, tout le monde a été bien servi de ce point de vue-là. Instrumentalisation de la jeunesse, nous constatons cela de part et d'autre.
c'est tout simplement malheureux et nous nous organisons pour décourager ces jeunes à travers un dialogue d'abord, mais également par des moyens, des contraintes, pour qu'ils cessent d'être utilisés par les politiciens. Vous avez cité les cas d'Indanou et de Franck Diongo. Je pense que dans son interview, Franck Diongo a dit qu'il avait parlé avec moi, ce qui est vrai. Il m'avait appelé la veille pour me dire qu'il y avait des jeunes gens qui arrachaient ces affiches. Je lui ai dit que moi-même, je suis aussi victime de cette pratique dans ma circonscription. Il m'a dit, moi, demain, je vais passer à l'action. Je vais aussi enlever toutes les affiches de l'Union sacrée. Je lui ai dit, honorable, ne le faites pas. C'est le rôle de la police. Nous allons déployer des policiers pour rechercher tous ces bandits-là qui ont arraché vos affiches. De grâce, ne le faites pas vous-même. J'étais étonné lorsque j'ai vu des images de Franck Diongo, candidat président de la République, aller lui-même personnellement arracher les effigies, ce qui est déjà une infraction. N'eût été la tempérance du gouvernement, ou en tout cas aussi, il faut ici saluer les victimes de ces actes de l'honorable Franck Diongo, puisqu'il pouvait tout simplement se plaindre contre lui, mais il s'est permis de faire ça. C'est quand même condamnable. En Danou, où j'ai été également, j'ai trouvé un groupe de jeunes qui s'est battu avec un autre groupe. J'ai trouvé des blessés qui nous avons essayé d'apporter quelques soutiens. Et nous avons donné conseil. C'est parmi les quartiers chauds de Kinshasa. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore enregistré des cas de violence de ces côtés-là. Mais le travail de lutter contre les actes de banditisme, c'est un travail quotidien que nous faisons. Et nous sommes en train de travailler là-dessus et on arrête tous les jours ici les bandits communément appelés Kuluna, pas plus tard qu'avant-hier. Nous avons bouclé le camp Kabila où nous avons arrêté 17 Kuluna qui étaient là-dedans. Hier encore, les équipes de la police sont descendues à Makala où on a encore arrêté des bandits. Et ce travail il va s'intensifier. Nous pensons réduire sensiblement les phénomènes du banditisme urbain. Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Tout à fait. Alors, un petit rappel, parce qu'ici, il faut savoir que nous, gouvernement, nous condamnons toute forme de violence. Parce que vous avez vu notamment cette violence scandaleuse sur cette femme, je pense, dans le Kasaï, je n'ai pas la précision. Oui. Mais ça, c'est un acte qui est condamnable et j'espère, monsieur le vice-premier ministre, que ceux qui sont responsables de ces actes seront identifiés, traduits devant la justice. Il est nullement question de recourir à la violence dans un jeu démocratique. Et ça vaut pour tous les camps. Il ne faut pas considérer que la violence est le monopole d'un camp ou d'un autre. Ici, il faut le bannir. Et ici, on en appelle aussi au sens de la responsabilité des différents responsables de partis. Parce que lorsque vous dites, le vice-premier ministre l'a dit tout à l'heure, que l'ordre public doit être maintenu. Lorsque vous prenez la responsabilité de dire que vous allez faire une manifestation, ne considérez pas justement que lorsque quelque chose de malheureux, on ne les souhaite pas, ou un incident arrive sur les lieux de la manifestation, il ne faut pas considérer que vous n'êtes pas responsable. Parce que lorsque vous donnez un mot d'ordre, vous devez savoir qu'il peut y avoir de conséquences. Donc ici, non à la violence, respect à l'ordre public, et non au discours de haine, et non à tout discours tendant à diviser la nation. Les élections, c'est une compétition qui passe, les Congo doit gagner, et c'est ce qui sera le cas. Parce qu'on a toujours eu des discussions de ce genre, clivage Est-Ouest pendant les élections de 2006, on a toujours eu ça. Les Congo est resté unis après les élections et c'est ce qui sera. Et donc l'essence de l'exercice d'aujourd'hui, c'était de vous dire
que le ministère de l'Intérieur, qui est en charge notamment la police pour le maintien de l'ordre public, a pris toutes les dispositions dans le pays pour que cet ordre public soit maintenu. On vous a parlé des différents incidents qui ont été répertoriés et pour lesquels des réponses ont été données. Ici, nous invitons les Congolais au calme et à suivre dans la sérénité la poursuite de la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Monsieur le vice-premier ministre, avez-vous une conclusion? C'est d'en appeler à la paix comme vous l'avez fait. Nous rassurons à notre population que la sécurité sera démise. Nous n'accepterons pas des débordements. Chacun doit agir dans la limite des droits lui reconnus par les lois de la République, ne pas marcher sur les droits des autres, ne pas perturber l'ordre public. Je donne encore conseil aux acteurs politiques d'accepter de jouer les jeux jusqu'au bout. Nous avons choisi pour la démocratie, nous devons y aller jusqu'au bout, c'est-à-dire s'il y a des contestations à faire dans le cadre de ces processus électoraux, il faut les faire selon les normes et non pas appeler les gens à marcher, à casser, à s'aimer la désolation, puisque dans le langage de la plupart des responsables politiques, ils en appellent même à la sécession, ce qui est beaucoup plus grave, à la haine tribale. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut bannir de notre vocabulaire et prêcher l'unité, l'amour du prochain. Il y aura une vie après la publication de ces résultats. C'est d'ailleurs très dangereux de voir qu'un discours politique peut être relayé par les N23. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a une connexion entre ceux qui sont en interne et ceux qui sont en externe. Lorsque vous avez une armée étrangère qui occupe notre territoire, qui soutient un camp politique pendant les élections, il y a lieu de se poser des questions. De toute évidence, ils trouveront l'État en face. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous serez tous au centre Bosolo. Nous vous suivrons à la maison et nous attendrons aussi de continuer à suivre la publication des résultats. Merci et encore nos voeux pour le nouvel an qui va arriver. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de nous voir avant l'année prochaine. Tous nos voeux le meilleur, de bonheur, de santé, de paix, de prospérité pour vous et pour vos membres de famille. Je suis avec le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Merci et bonne soirée. Et bonne suite de journée parce qu'il n'est que 13h30. Donc c'est ça. Je continue. Là c'est quoi? La carte? Nos équipes sont à disposition. Ils pourront faciliter. Vous pouvez vous rendre à l'immeuble, au centre financier. Oui, oui. Les équipes pourront donner des informations pour vous permettre. On va vous donner des informations. Les cartes. Non, initialement, c'était prévu que nous nous déployions sur les sites universitaires ou dans les installations des palais du peuple où il y a une accessibilité facile. Et nous allons aller petit à petit dans des communes pour responsabiliser au niveau des communes. C'est une opération qui va nous redonner notre appartenance à la nation congolaise. Et avec une particularité que cette fois-ci, nous avons un numéro unique qui nous colle pour la vie. Nous naissons congolais, nous vivons congolais et nous allons mourir congolais. Certifié. C'était une promesse ferme de notre gouvernement avec le Premier ministre Sama Lukonde, évidemment sous la direction du président. Après 40 ans, quand même, une carte d'identité, ça mérite... Merci beaucoup. On doit mettre sur le pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tout en yo du ventre.